Le plus grand destructeur de couples après 50 ans n'est ni l'infidélité, ni les problèmes d'argent. C'est un silence. Un silence qui s'installe dans la chambre à coucher et qui, lentement, insidieusement, empoisonne tout le reste de la relation. Beaucoup de couples que je rencontre en consultation pensent que cette distance est une fatalité, une simple conséquence inévitable de l'âge qui avance. Ils l'acceptent avec une résignation triste, sans comprendre la véritable nature du problème. Ils ne voient pas que ce silence n'est pas un vide, mais une force active qui érode la confiance, l'estime de soi et la complicité patiemment construite au fil des décennies. Ce qu'ils ignorent, et c'est là que réside le véritable danger, c'est qu'en acceptant ce silence, ils laissent une partie essentielle de leur vitalité et de leur connexion émotionnelle mourir à petit feu, sans même essayer de se battre. Le drame n'est pas la baisse du désir en elle-même, mais l'incompréhension qui l'entoure. Et lorsque les partenaires réalisent enfin les dégâts, souvent irréversibles, que ce mutisme a causé sur leur intimité et leur amour, il est malheureusement trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce déclin n'est pas une fatalité et comment vous pouvez agir, sans aucun médicament, avant que ce silence ne s'installe pour de bon. Je suis médecin, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne vient pas des manuels universitaires, mais de milliers de consultations. Au fil des années, j'ai écouté avec une profonde bienveillance des hommes et des femmes me confier leur détresse à voix basse, le regard rempli de honte et d'incompréhension. J'ai vu les ravages de la désinformation et du silence. Mon autorité, si j'en ai une, vient de ces histoires, de cette expérience humaine, forgée au contact de la réalité de mes patients. Mon objectif est simple, éclairer ce sujet tabou sans jugement, avec la même rigueur et la même empathie que j'utiliserais pour parler de sommeil ou de nutrition. Le sujet du désir sexuel après 50 ans est crucial car il touche au cœur de notre identité et de nos relations. Il est souvent négligé parce que nous avons peur. Peur de ne plus être désirable, peur de décevoir notre partenaire, peur que la fin du désir physique signe la fin de l'amour. Cette anxiété nous pousse au silence, créant un cercle vicieux où le manque de communication aggrave le problème. Nous allons donc déconstruire ensemble cette idée fausse que la libido est une simple performance qui doit rester constante toute la vie. Nous allons voir qu'il s'agit en réalité d'un aspect de notre santé globale qui peut être compris, nourri et adapté. Pour bien comprendre, il faut d'abord se pencher sur la biologie. Beaucoup pensent que tout est une question d'hormones, mais c'est une vision très réductrice. En réalité, le désir est un écosystème complexe orchestré par un trio puissant. Le premier membre, et le plus important, c'est le cerveau, notre chef d'orchestre. C'est lui qui gère les neurotransmetteurs clés comme la dopamine, liée au plaisir et à la récompense, et la sérotonine. Mais il est aussi extrêmement sensible au stress et à son hormone principale, le cortisol. Vous allez voir que votre niveau de stress a probablement 10 fois plus d'impact que vos fluctuations hormonales. Imaginez que vous passez votre journée sous pression, à gérer les soucis professionnels, familiaux ou financiers. Votre cerveau est littéralement inondé de cortisol, l'hormone de la survie, du mode combat ou fuite. Pour lui, la priorité absolue est de gérer la menace perçue, qu'elle soit réelle ou psychologique. Dans ce contexte, la reproduction et le plaisir deviennent des luxes non essentiels. Votre cerveau met donc littéralement le désir en pause, non pas par manque de volonté de votre part, mais par pure biochimie protectrice. C'est un mécanisme de survie archaïque qui sabote notre intimité moderne. Bien sûr, les hormones, les messagers de notre corps, jouent un rôle. Après 50 ans, il est naturel d'observer une baisse progressive de la testostérone chez les hommes et des œstrogènes chez les femmes. Ces changements peuvent influencer la réactivité du corps et l'intensité du désir spontané. Cependant, il est crucial de ne pas dramatiser leur impact. Elles ne sont qu'un des éléments de l'équation. Penser que tout se résume à un simple dosage hormonal, c'est ignorer le pouvoir immense de notre état psychologique, de notre santé globale et de la qualité de notre relation. Les hormones préparent le terrain, mais ne décident pas de tout. Le troisième acteur de ce trio est la circulation sanguine, le livreur qui assure la réponse physique.
Une bonne santé vasculaire est essentielle pour que le sang afflue vers les zones érogènes et permette l'excitation. Pour vous donner une image simple, pensez à votre libido comme à une plante. Les hormones sont la qualité de la terre. Mais le stress chronique est un poison que vous versez sur ses racines. Le manque de sommeil est un manque d'eau. Et une mauvaise circulation sanguine, c'est un manque de soleil. Vous pouvez avoir la meilleure terre du monde. Si les conditions de base ne sont pas réunies, la plante ne pourra jamais fleurir. Maintenant que nous comprenons cette mécanique, voyons comment, sans même nous en rendre compte, nous mettons chaque jour des bâtons dans les roues de notre propre désir. Je les appelle les voleurs silencieux. Le tout premier, et le plus redoutable, est le manque de sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante perturbe profondément notre régulation hormonale, y compris la production de testostérone, et épuise notre système nerveux. Un corps et un esprit fatigués n'ont tout simplement pas l'énergie nécessaire pour s'investir dans l'intimité. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est le fondement de notre vitalité. Ensuite, il y a l'alimentation et la sédentarité. Sans entrer dans des régimes stricts, il est prouvé qu'une alimentation pro-inflammatoire, riche en sucre et en produits transformés, sape notre énergie et nuit à notre santé vasculaire. De même, le manque de mouvement affecte négativement la circulation sanguine, essentielle à la réponse physique, mais aussi notre humeur et notre image corporelle. Une activité physique régulière, même modérée comme la marche, améliore non seulement la santé physique, mais libère aussi des endorphines qui combattent le stress et renforcent le sentiment de bien-être, créant un terrain fertile pour le désir. Le troisième voleur est peut-être le plus insidieux, le fardeau mental. Il s'agit de la charge mentale écrasante, de l'anxiété de performance qui transforme l'intimité en examen et d'une image corporelle négative qui nous fait nous sentir inadéquats ou indésirables. Le désir ne peut naître que dans un esprit détendu, disponible et bienveillant envers soi-même. Quand notre tête est pleine de listes de tâches, de soucis financiers ou de critiques sur notre propre corps, il n'y a plus de place pour la sensualité et le lâcher-prise. Le désir est d'abord une expérience mentale avant d'être une expérience physique. Je me souviens de Sylvie, 58 ans, divorcée depuis peu. Elle s'était mise une pression immense pour plaire à un nouveau partenaire. Elle était tellement focalisée sur ses complexes, sur son ventre qu'elle trouvait trop rond, sur sa performance à venir, qu'elle était totalement déconnectée de ses propres sensations et de son propre plaisir. Pendant leur moment d'intimité, elle n'était pas dans son corps, mais dans sa tête, en train de s'auto-évaluer en permanence. Son désir n'était pas absent, il était simplement anesthésié par une anxiété dévorante. Elle avait oublié que le but n'était pas de performer, mais de partager. Il est important de noter que chacun de ces points est un pilier de la santé générale. Si vous rencontrez des difficultés spécifiques avec votre sommeil, votre alimentation ou si vous vous sentez dépassé par le stress, il est toujours recommandé d'en discuter avec un professionnel de santé. Il pourra vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à votre situation unique. Mais identifier ces problèmes ne suffit pas. Dans la troisième partie, je vais vous donner la stratégie la plus puissante, celle qui peut à elle seule changer la dynamique de votre couple. Et ce n'est probablement pas ce que vous croyez. La première étape pour reconstruire le pont de l'intimité est la communication décomplexée. Il faut briser le silence, mais avec douceur et sans accusation. Oubliez les phrases qui commencent par « Tu ne me touches plus jamais ». Privilégiez des formulations qui partent de votre propre ressenti, comme « J'ai l'impression que nous nous sommes un peu éloignés dernièrement et notre complicité me manque. J'aimerais qu'on trouve un moyen de se reconnecter, juste nous deux. » Cette approche ouvre une porte au dialogue au lieu de construire un mur de reproches, invitant votre partenaire à partager ses propres peurs et sentiments. Vient ensuite le concept le plus important de cette vidéo, celui qui peut véritablement tout changer. Vous devez redéfinir l'intimité. Notre société a réduit la sexualité à une vision très limitée, centrée sur la pénétration et la performance. C'est une source de pression énorme. Je vous propose de dissocier sexualité et intimité. L'intimité, c'est un univers bien plus vaste. C'est la sensualité d'un massage, la tendresse des caresses, sans but précis, la complicité d'un fou rire,
le plaisir de prendre un bain ensemble. L'objectif est de retirer la pression du résultat final pour redécouvrir le plaisir du chemin, de la connexion. Je pense à Martine et Jacques, 62 et 65 ans, un couple que j'ai reçu en consultation. Ils s'aimaient profondément, mais ne se touchaient plus depuis près de 2 ans. Le silence s'était installé. En discutant séparément avec eux, j'ai compris le malentendu tragique. Jacques avait peur de ne pas être à la hauteur physiquement et préférait éviter toute situation d'intimité pour ne pas faire face à un échec potentiel. De son côté, Martine interprétait son silence et sa distance comme un manque d'amour et de désir pour elle. Leur problème n'était absolument pas un manque de désir l'un pour l'autre, mais un surplus de peur de chaque côté. Pour nourrir cette nouvelle intimité, il est essentiel de se reconnecter à soi, à ses propres sensations. Des techniques simples de pleine conscience peuvent être très utiles. Prenez quelques minutes par jour pour simplement ressentir votre corps. La chaleur du soleil sur votre peau, la texture d'un vêtement, le goût de votre café. Apprenez à être présent, ici et maintenant, plutôt que perdu dans vos pensées. Cette reconnexion corporelle est la base pour pouvoir ensuite partager des sensations avec un partenaire. Par ailleurs, il faut démystifier l'idée que le désir doit toujours être spontané. Parfois, il faut créer les conditions pour qu'il émerge, en planifiant des moments d'intimité sans pression. Ces pistes sont des fondations universelles qui peuvent aider à reconstruire une intimité plus sereine et plus profonde. Elles demandent de la patience et de la bienveillance envers soi-même et envers son partenaire. Cependant, si malgré tous vos efforts, une détresse ou une souffrance persiste, il ne faut pas rester seul avec ce poids. Une consultation avec un médecin, un thérapeute ou un sexologue est alors la démarche la plus juste, la plus courageuse et la plus efficace. Ce n'est pas un aveu d'échec, mais au contraire, un acte de soin puissant pour vous et pour votre couple. Pour résumer, nous avons vu que le désir est un écosystème fragile basé sur notre biologie, notamment l'équilibre entre notre cerveau, nos hormones et notre circulation. Nous avons compris qu'il est attaqué au quotidien par les voleurs silencieux que sont le manque de sommeil, une mauvaise hygiène de vie et le fardeau mental. Mais surtout, nous avons découvert que nous pouvons le protéger et le nourrir en changeant notre approche, en communiquant avec courage et en redéfinissant l'intimité pour y inclure la tendresse, la sensualité et la connexion avant tout. Le message central que j'aimerais que vous reteniez est le suivant. Le désir après 50 ans ne disparaît pas, il se transforme. Cessez de le comparer à celui de vos 20 ans. Ce serait comme comparer 2 saisons différentes. Apprenez à l'écouter, à le comprendre et à le nourrir différemment. La plus belle période de votre vie intime est peut-être devant vous, car elle ne sera plus basée sur l'anxiété de la performance, mais sur la profondeur de la connexion. Souvenez-vous, cette vidéo est une source d'information. Si vous êtes en souffrance, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé. Le plus grand destructeur de couples après 50 ans n'est ni l'infidélité, ni les problèmes d'argent. C'est un silence. Un silence qui s'installe insidieusement dans la chambre à coucher et qui, lentement, mais sûrement, empoisonne tout le reste de la relation. Beaucoup de couples que je rencontre en consultation pensent que cette distance est une fatalité, une simple conséquence inévitable de l'âge qui avance. Ils l'acceptent avec une résignation triste, sans comprendre la véritable nature du problème. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en acceptant ce mutisme, ils laissent une partie essentielle de leur vitalité et de leur connexion émotionnelle mourir à petit feu. Le véritable drame, c'est que lorsqu'ils réalisent enfin les dégâts, souvent irréversibles, que ce silence a causé sur leur intimité et leur amour, il est malheureusement trop tard. Je suis médecin, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne vient pas des manuels universitaires, mais de milliers de consultations. Au fil des années, j'ai écouté avec une profonde bienveillance des hommes et des femmes, me confier leur détresse à voix basse, le regard rempli de honte et d'incompréhension. J'ai vu les ravages de la désinformation et du silence. Mon autorité, si j'en ai une, vient de ces histoires, de cette expérience humaine, forgée au contact de la réalité de mes patients. Ce sujet est crucial car il touche au cœur de nos peurs les plus profondes. La peur de ne plus être désirable,
la peur de décevoir notre partenaire et la crainte que la fin du désir physique ne signe la fin de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce déclin n'est pas une fatalité et comment vous pouvez agir, sans aucun médicament, avant que ce silence ne s'installe pour de bon. Nous allons déconstruire ensemble cette idée fausse que la libido est une simple performance qui doit rester constante toute la vie. Vous allez comprendre qu'il s'agit en réalité d'un aspect de votre santé globale qui peut être compris, nourri et adapté. Avant d'aller plus loin, si vous pensez que ce message est important, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Votre soutien permet à ces informations éducatives et sûres d'atteindre celles et ceux qui en ont le plus besoin et se sentent seuls face à ce problème. Pour bien comprendre, il faut d'abord se pencher sur la biologie. Beaucoup pensent que tout est une question d'hormones, mais c'est une vision très réductrice et, franchement, déculpabilisante. Vous pensez que tout est une question d'hormones? Vous allez découvrir que votre niveau de stress a probablement 10 fois plus d'impact. En réalité, le désir est un écosystème complexe orchestré par un trio puissant. Le premier membre, et le plus important, c'est le cerveau, notre véritable chef d'orchestre. Viennent ensuite les hormones, qui sont les messagers, et enfin, la circulation sanguine, qui est le livreur. C'est l'harmonie entre ces trois éléments qui permet au désir de naître et de s'épanouir. Le cerveau est donc notre principal organe sexuel. C'est lui qui gère les neurotransmetteurs clés comme la dopamine, liée au plaisir et à la récompense, et la sérotonine, qui régule l'humeur. Mais il est aussi extrêmement sensible au stress et à son hormone principale, le cortisol. Imaginez que vous passez votre journée sous pression, à gérer les soucis professionnels, familiaux ou financiers. Votre cerveau est littéralement inondé de cortisol, l'hormone de la survie, du mode combat ou fuite. Pour lui, la priorité absolue est de gérer la menace perçue, qu'elle soit réelle ou psychologique. Dans ce contexte, la reproduction et le plaisir deviennent des luxes non essentiels. Ce mécanisme est fondamental à comprendre car il déplace le problème du champ de la volonté à celui de la biochimie. Quand le cortisol est élevé, votre cerveau met littéralement le désir en pause, non pas par manque d'envie de votre part, mais par pure logique protectrice. C'est un mécanisme de survie archaïque qui, dans nos vies modernes, sabote notre intimité. Votre corps ne fait pas la différence entre le stress causé par un prédateur et celui causé par une pile de factures. Pour lui, le danger est un signal qui inhibe toutes les fonctions non vitales, et le désir en fait malheureusement partie. Ce n'est donc pas vous, c'est votre biologie qui réagit. Bien sûr, les hormones, ces messagers chimiques de notre corps, jouent un rôle. Après 50 ans, il est tout à fait naturel d'observer une baisse progressive de la testostérone chez les hommes et des œstrogènes chez les femmes. Ces changements peuvent influencer la réactivité du corps, la lubrification ou encore l'intensité du désir spontané. Cependant, il est absolument crucial de ne pas dramatiser leur impact. Elles ne sont qu'un des éléments de l'équation. Penser que tout se résume à un simple dosage hormonal, c'est ignorer le pouvoir immense de notre état psychologique, de notre santé globale et, surtout, de la qualité de notre relation. Le troisième acteur de ce trio est la circulation sanguine, le livreur qui assure la réponse physique. Une bonne santé vasculaire est essentielle pour que le sang afflue correctement vers les zones érogènes et permette l'excitation. C'est un point souvent négligé, mais un système circulatoire en bonne santé est une condition sine qua non à une réponse sexuelle satisfaisante, tant chez l'homme que chez la femme. Des artères saines et une bonne pression sanguine ne sont pas seulement importantes pour votre cœur, elles le sont aussi pour votre intimité. C'est la preuve la plus directe que notre santé sexuelle est intimement liée à notre santé générale. Pour vous donner une image simple et que vous retiendrez, pensez à votre libido comme à une plante. Les hormones sont la qualité de la terre, mais le stress chronique est un poison que vous versez chaque jour sur ses racines. Le manque de sommeil est un manque d'eau. Et une mauvaise circulation sanguine, c'est un manque de soleil. Vous comprenez maintenant? Vous pouvez avoir la meilleure terre du monde. Si les conditions de base ne sont pas réunies, si vous empoisonnez la plante ou la privez de lumière et d'eau, elle ne pourra jamais fleurir. C'est exactement ce que nous faisons subir à notre désir sans même nous en rendre compte.
Maintenant que nous comprenons cette mécanique, voyons comment, sans même nous en rendre compte, nous mettons chaque jour des bâtons dans les roues de notre propre désir. Je les appelle les voleurs silencieux, des habitudes qui drainent notre énergie vitale et anesthésient notre libido. Le tout premier, et le plus redoutable, est le manque de sommeil. Beaucoup de mes patients sous-estiment son impact dévastateur. Ils pensent pouvoir fonctionner avec quelques heures de repos, ignorant que leur corps paie un lourd tribut. Un sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante perturbe profondément notre équilibre intérieur, bien plus qu'ils ne l'imaginent. Un sommeil non réparateur est le premier saboteur de notre régulation hormonale. Des études montrent qu'il peut faire chuter la production de testostérone, essentielle au désir chez l'homme comme chez la femme, de manière significative en seulement une semaine. Mais au-delà des hormones, un corps et un esprit fatigués n'ont tout simplement pas l'énergie disponible pour s'investir dans la connexion et l'intimité. Le désir demande une certaine disponibilité, un certain lâcher-prise que l'épuisement rend impossible. Le sommeil n'est donc pas un luxe que l'on peut sacrifier. C'est le fondement même de notre vitalité et de notre capacité à ressentir du plaisir. Ensuite, il y a le duo de l'alimentation et de la sédentarité. Sans entrer dans des régimes stricts, il est prouvé qu'une alimentation pro-inflammatoire, riche en sucre et en produits transformés, sape notre énergie et nuit à notre santé vasculaire. De même, le manque de mouvement affecte négativement la circulation sanguine, essentielle à la réponse physique, mais aussi notre humeur et notre image corporelle. Une activité physique régulière, même modérée comme la marche, améliore non seulement la santé physique, mais libère aussi des endorphines qui combattent le stress et renforcent le sentiment de bien-être, créant un terrain fertile pour le désir. Le troisième voleur est peut-être le plus insidieux, le fardeau mental. Il s'agit de la charge mentale écrasante, de cette anxiété de performance qui transforme l'intimité en un examen à réussir, et d'une image corporelle négative qui nous fait nous sentir inadéquats ou indésirables. Le désir ne peut naître que dans un esprit détendu, disponible et bienveillant envers soi-même. Quand notre tête est pleine de listes de tâches, de soucis financiers ou de critiques sur notre propre corps, il n'y a tout simplement plus de place pour la sensualité et le lâcher-prise. Le désir est une expérience mentale avant d'être physique. Je me souviens de Sylvie, 58 ans, divorcée depuis peu. Elle s'était mise une pression immense pour plaire à un nouveau partenaire. Elle était tellement focalisée sur ses complexes, sur son ventre qu'elle trouvait trop rond, sur sa performance à venir, qu'elle était totalement déconnectée de ses propres sensations et de son propre plaisir. Pendant leur moment d'intimité, elle n'était pas dans son corps, mais dans sa tête, en train de s'auto-évaluer en permanence. Son désir n'était pas absent, il était simplement anesthésié par une anxiété dévorante. Elle avait oublié que le but n'était pas de performer, mais de partager. Il est important de noter que chacun de ces points est un pilier de la santé générale. Si vous rencontrez des difficultés spécifiques avec votre sommeil, votre alimentation, ou si vous vous sentez dépassé par le stress, il est toujours recommandé d'en discuter avec un professionnel de santé. Il pourra vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à votre situation unique. Mais identifier ces problèmes ne suffit pas. Dans la troisième partie, je vais vous donner la stratégie la plus puissante, celle qui peut à elle seule changer la dynamique de votre couple. Et ce n'est probablement pas ce que vous croyez. La première étape pour reconstruire le pont de l'intimité est la communication décomplexée. Il faut briser le silence, mais avec douceur et sans accusation. Oubliez les phrases qui commencent par « Tu ne me touches plus jamais ». Privilégiez des formulations qui partent de votre propre ressenti, comme « J'ai l'impression que nous nous sommes un peu éloignés dernièrement et notre complicité me manque. J'aimerais qu'on trouve un moyen de se reconnecter, juste nous deux. » Cette approche ouvre une porte au dialogue au lieu de construire un mur de reproches, invitant votre partenaire à partager ses propres peurs et sentiments dans un espace de sécurité et de bienveillance. Vient ensuite le concept le plus important de cette vidéo, celui qui peut véritablement tout changer. Vous devez redéfinir l'intimité. Notre société a réduit la sexualité à une vision très limitée, centrée sur la pénétration et la performance.
C'est une source de pression énorme. Je vous propose de dissocier sexualité et intimité. L'intimité, c'est un univers bien plus vaste. C'est la sensualité d'un massage, la tendresse des caresses sans but précis, la complicité d'un fou rire, le plaisir de prendre un bain ensemble. L'objectif est de retirer la pression du résultat final pour redécouvrir le plaisir du chemin, de la connexion. Pour nourrir cette nouvelle intimité, il est essentiel de se reconnecter à soi, à ses propres sensations. Des techniques simples de pleine conscience peuvent être très utiles. Prenez quelques minutes par jour pour simplement ressentir votre corps. La chaleur du soleil sur votre peau, la texture d'un vêtement, le goût de votre café. Apprenez à être présent, ici et maintenant, plutôt que perdu dans vos pensées. Cette reconnexion corporelle est la base pour pouvoir ensuite partager des sensations avec un partenaire. Par ailleurs, il faut démystifier l'idée que le désir doit toujours être spontané. Parfois, il faut créer les conditions pour qu'il émerge en planifiant des moments d'intimité sans pression. Pour résumer, nous avons vu que le désir est un écosystème fragile basé sur notre biologie, notamment l'équilibre entre notre cerveau, nos hormones et notre circulation. Nous avons compris qu'il est attaqué au quotidien par les voleurs silencieux que sont le manque de sommeil, une mauvaise hygiène de vie et le fardeau mental. Mais surtout, nous avons découvert que nous pouvons le protéger et le nourrir en changeant notre approche, en communiquant avec courage et en redéfinissant l'intimité pour y inclure la tendresse, la sensualité et la connexion avant tout. Le message central est que le désir ne disparaît pas, il se transforme. Cessez de le comparer à celui de vos 20 ans. Apprenez à l'écouter et à le nourrir différemment. La plus belle période de votre vie intime est peut-être devant vous, car elle sera basée sur la connexion et non plus sur la performance. Souvenez-vous, cette vidéo est une source d'information générale. Si vous ou votre partenaire êtes en souffrance, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé. C'est un acte de courage et de soin. Si cette approche vous a éclairé, merci de laisser un like pour soutenir notre travail. J'aimerais beaucoup lire votre retour. Quelle idée a le plus résonné en vous? Votre partage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules.